Harry Benkemoun, bonjour et bienvenue sur BlockX. Harry, tu es CEO et cofondateur de Neodymium, donc une société de logiciels SaaS B2B permettant de faire le pont entre le Web 2 et le Web 3, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, écoute, merci de m'inviter sur BlockX. Tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Harry Benkemoun, ça fait 2 ans que j'entreprends dans le Web3, donc full-time. De base, j'étais CEO d'un projet DeFi qui s'appelait The Forge. Le but était de tokeniser des actifs de start-up pour les mettre sur une plateforme permettant à des investisseurs d'investir facilement, simplement et rapidement sur des startups, tout en apportant de la liquidité aux startups sur un marché secondaire. Donc, l'idée de ce projet était vraiment de permettre de simplifier l'investissement VC et d'apporter une couche blockchain et Web3 qui permettait de faciliter l'ensemble des échanges d'une startup, l'évolution de son actionnariat sur ces différentes phases de levée de fonds. L'idée était aussi de permettre de booster ces startups-là qu'on allait sélectionner en amont, d'avoir donc un effort de sélection de base pour permettre à notre réseau d'investisseurs d'être à même de piocher parmi les meilleures startups. De ce premier projet qui a été mis en pause en février 2022, il y a eu énormément de choses intéressantes qui ont pu découler, surtout personnellement, notamment voilà, premier pas dans le Web3, premier pas dans l'entrepreneuriat, rencontre avec beaucoup d'investisseurs et pas mal de startups également. Donc, possibilité pour moi d'ouvrir mes horizons, de réfléchir à de nouvelles idées. En fait, de ce projet-là, pour moi, c'était une évidence. La blockchain et le Web3 étaient le futur. Il fallait absolument que je me concentre là-dedans et que j'en fasse mon activité principale. Donc, ce n'était pas du tout l'idée de monter une startup sur d'autres thématiques. J'avais vraiment adoré ce que j'avais vu et enfin, voir tout le monde de la décentralisation, pouvoir créer un token, le faire vivre, réfléchir à son utilisation sur du long terme, c'était des choses qui me faisaient vraiment vibrer, donc encore aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça qu'est né aussi Neodymium. De base, j'étais dans le software, donc on vendait des softwares B2B à des entreprises, donc PME, ETI, qui avaient des réels besoins informatiques. Et c'est à travers cette expérience-là que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui utilisaient mal leur système d'information et qui en fait pouvaient booster énormément leur activité, leur processus interne grâce à la technologie, grâce à un système d'information robuste. Et forcément, pour moi, il y allait avoir de nouveaux outils qui allaient se plugger à la blockchain, c'est une évidence. Et c'est un peu comme ça aussi qu'est né Neodymium, avec cette envie de travailler avec des sociétés, des entreprises très innovantes, qui sont aussi ambitieuses, qui souhaitaient se lancer sur la blockchain. Le but pour nous, c'est de leur permettre de faciliter tout ce processus-là. Pourquoi est-ce que je veux me lancer dans la blockchain? Donc déjà, définir pour eux ce qu'ils considèrent être la blockchain, leurs atouts, et un POC, en fait, essayer de réfléchir à un proof of concept d'un cas d'usage qui sera ensuite mis en place sur un projet à part entière. Et la base, déjà, c'est de bien définir les angles d'un projet enfin, sur cette envergure-là, parce que ça implique beaucoup d'autres services que le service IT dans une entreprise. Et donc, c'est fondamental d'avoir une compréhension globale de ce qu'est la blockchain à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et des évolutions futures qui vont arriver. Et donc, voilà, avant de lancer ce projet, on voulait surtout savoir s'il y avait intérêt et si notre problématique répondait aux hypothèses qu'on avait déjà formulées. Donc, pour nous, c'était important de rentrer en contact avec des personnes qui travaillent dans ce point-là, donc sur le développement blockchain. Donc, on a passé en revue voilà, une centaine de profils qu'on a contactés sur début 2022 et qui nous ont permis de répondre à ces problématiques-là. Il y en avait 3 qui ressortaient
le plus, c'était qu'il y avait un manque cruel de développeurs blockchain sur le marché, un manque de ressources humaines vraiment très important pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. En deux, c'est que les sociétés qui voulaient se lancer dans des projets Web3 y allaient sans vraiment comprendre ce qu'était la blockchain et les différentes la profondeur qu'il y avait derrière cette technologie-là, et qui allait un petit peu en suivant on va dire, suivant les autres, quoi, se copiant. Et donc, c'est, je pense, aussi encore un enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire réussir à trouver une singularité dans des projets blockchain et Web3 pour une entreprise. Ça demande, pareil, de vraiment bien comprendre ces sujets-là. Et enfin, le troisième point qui était au niveau de la complexité de cette technologie-là. Donc, comment est-ce qu'une entreprise qui n'a pas forcément énormément de budget pour l'innovation ou qui a des PhD en interne, comment est-ce qu'elle elle peut réussir à rentrer dans cette technologie blockchain, comment elle peut réussir à construire un réel projet qui soit singulier, qui soit pertinent pour ses utilisateurs, pour ses clients, et lui permettre en fait de réellement rentrer dans le Web3. Et ça, l'aspect complexité, c'était un vrai pain point qu'on a retrouvé. Donc, la majeure partie des sociétés qui ont vraiment passé le pas, qui ont mis en place des projets concrets en utilisant la blockchain, l'ont fait par l'intermédiaire de grosses sociétés de conseil, telles qu'IBM, IBM, même SAP, mais des sociétés avec qui elles avaient l'habitude de traiter, qui n'est pas finalement le cas pour des sociétés à plus petite échelle, des boîtes comme des PME ou des petites ETI dont le dirigeant serait par exemple fan de la tech blockchain et qui se dirait qu'il voudrait absolument lancer un projet, il ne va pas potentiellement avoir le budget pour aller voir IBM. Et par ce constat-là, très simple en fait, de se dire que il y a beaucoup de prestations qui sont réalisées, et donc des prestations chères pour des boîtes plus modestes, qu'il y allait forcément y avoir la place, en tout cas un intérêt pour pouvoir proposer de répondre à ces trois hypothèses-là avec un outil unique qui serait donc Neodymium, un logiciel SaaS pour passer du Web 2 au Web 3 facilement, sans friction, et pour également se former à des nouveaux cas d'usage, tout en permettant de démocratiser cette technologie à travers les entreprises. Donc voilà ce qui Yes, est très. et comment j'en suis arrivé là. Donc là, évidemment, les premières étapes, ça passe par de l'acculturation, de la formation. Donc c'est ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, le but du jeu, ça va être de réussir déjà à sensibiliser les entreprises par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, avant de potentiellement implémenter des solutions, aujourd'hui, les entreprises, quelle que soit leur taille, comment tu les sens par rapport à leur appétence vis-à-vis de l'implémentation de solutions blockchain? C'est une très bonne question, déjà parce que c'est assez divers, on va retrouver un peu de tout. Il y a des boîtes qui sont dans un secteur, des grosses sociétés dans des secteurs dont l'utilisation de la blockchain serait extrêmement pertinent, mais qui sont un peu en retard. Et des boîtes dans le secteur de l'assurance, par exemple, qui ont pas encore totalement mis en place en interne des réels changements pour modifier leur business model. Moi, je suis convaincu il y a un enjeu pour ces sociétés-là qui sont établies depuis extrêmement longtemps, qui ont toujours évolué avec un modèle quasiment similaire, pour elles d'évoluer, de faire changer leur modèle. Sinon, elles vont tout simplement disparaître parce qu'il va y avoir de nouveaux types de financement, de nouveaux types de protection des risques. Et ça, par la décentralisation, par la blockchain, ce sera sécurisé, ce sera simple et ce sera robuste, tout simplement. Donc, forcément, il va y avoir aussi beaucoup moins cher pour le client. Donc, forcément, le business model de ces sociétés-là va évoluer, c'est une évidence. Et pour qu'elles puissent évoluer le plus simplement possible, c'est forcément de les amener en fait, à s'approprier cette technologie-là. Et pour ça, la formation, l'acculturation, c'est évident, c'est vraiment très, très important. Et à l'inverse, on va voir des sociétés aussi grosses, par exemple, mais qui ont, pour le coup, une entité dédiée au Web3. Et ça, c'est encore assez rare, mais on va avoir des sociétés qui sont vraiment, non, on va se focus là-dessus et par
malheureusement, ça demande encore trop d'initiatives individuelles à l'intérieur des entreprises, que ce soit l'innovation qui ne va pas forcément permettre de le répandre à travers le groupe. Et ça, c'est un vrai point. Nous, on travaille aussi avec ces acteurs-là dans l'innovation pour essayer de répandre des usages et répandre aussi l'information permettant d'expliquer en quoi il va y avoir des changements majeurs dans l'activité de ces entreprises et pourquoi elles ont intérêt en fait, à s'y pencher au plus tôt pour permettre en fait, d'évoluer à travers leurs concurrents. Parce que ce qui est évident, c'est qu'il y a un moment où toutes les boîtes, ça a été un peu le cas avec Internet finalement, mais toutes les boîtes face à la blockchain vont se rendre compte qu'il y a un enjeu énorme parce qu'en fait, leurs concurrents commencent à s'y mettre et commencent à avoir des avantages concurrentiels énormes. Et ça, en fait, ça va booster l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des sociétés à se lancer à corps perdu là-dedans. Donc, ça va demander C'est énormément. inévitable, hein. C'est inévitable, ouais, clairement. Mais ça va demander aussi d'être prêt face à ce changement-là qui va arriver. Et je ne pense pas que ce sera forcément que dans un bull run ou dans un bear market, hein. Ça peut arriver à n'importe quel moment, mais je ne pense pas que ce sera vraiment corrélé au marché crypto. C'est aussi pour ça que nous, on estime qu'on n'est vraiment pas sur ce créneau-là, dans la spéculation ou autre, mais c'est vraiment sur la tech qu'on se concentre. Et lorsqu'elles vont y arriver, ces sociétés, forcément, il va falloir être prêt, il va falloir les accompagner, il va falloir leur amener un outil ou des outils qui seront simples d'utilisation et qu'elles ont l'habitude d'avoir, des outils qui leur permettent finalement de gérer facilement toute la vie de leur entreprise et en plus de rajouter la brique blockchain dedans. Ouais. Bah, en fait, ce qui est «rigolo» entre guillemets, c'est qu'il y a toujours cette histoire de timing qui est vachement importante parce qu'il y a de plus en plus d'organismes, de sociétés, d'initiatives qui sont en train de se lancer pour accompagner les sociétés, du web 2 vers le web 3, de l'industrie vers le web 3, afin d'implémenter des solutions un petit peu partout. Parce que, la pertinence, elle est quels que soient les domaines, hein, globalement, de manière plus ou moins importante. Mais il y a aussi le fait de la vitesse d'adoption de ces entreprises-là, vis-à-vis de ces solutions, qui finalement, on peut se dire, finalement, il y a, je sais pas, 50 boîtes de consulting qui sont prêtes à déployer des solutions et derrière, les entreprises, il y a les plus grosses, forcément, il y a de l'inertie, ça met du temps, mais comme tu dis, dès que les premiers dominos tombent, de toute façon, quand tu vois que tu as ton voisin, que tu as ton concurrent qui commence à avoir des gros avantages et que ça commence à se faire savoir, mieux vaut qu'il soit prêt aussi à dégainer pour pouvoir s'adapter à ça. Donc ça passe, comme tu l'as dit, par voilà, de la sensibilisation, de la culturation, de la formation, les prendre par la main, leur expliquer un petit peu de A à Z de ce que c'est, comprendre leur processus en interne, identifier les enjeux aussi pour eux avec des use cases, vraiment d'avoir du concret plutôt que tous ces concepts-là qui peuvent être parfois extrêmement abstraits. Donc ça, je comprends. Sur le côté formation. Après, moi, ce que je voulais bien discuter avec toi, c'est vos interventions chez des clients pour du B2B. C'est pas comme du consulting pur et dur. Alors, il va y avoir ça. Mais j'aimerais bien que tu développes un petit peu cet aspect bibliothèque et standardisation dont on a parlé avant. Voilà. Est-ce que tu peux remettre dans le contexte un petit peu toute cette offre? Comment tu vois les choses un peu de A à Z entre le moment où tu vas arriver chez le client et finalement tout ce que ce POC et ces missions-là vont te permettre de faire derrière, s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. Écoute, l'idée pour nous, c'est vraiment un cycle de construction-déconstruction. C'est comme ça qu'on l'a modelé, donc qu'on l'a imaginé. L'idée, ça va vraiment être de construire déjà de base l'intérêt pour la blockchain. Ça, c'est quelque chose que, on va dire, nous qui travaillons à 100% là-dedans, même toi qui t'es intéressé, on va dire que c'est assez naturel pour nous d'y voir le futur et un Eldorado, mais pour la possibilité de tout le monde de la capter comme vraiment une technologie révolutionnaire, il faut se l'approprier. Donc ça, c'est vraiment la première construction, essayer d'intéresser les gens. Alors généralement, on va quand même s'adresser à des personnes qui sont dans des secteurs innovation de grands groupes, qui ont un peu cet intérêt, mais qui manquent encore parfois de réelles connaissances là-dessus. Donc après, l'idée, ça va être de déclencher cet intérêt-là, de présenter des cas d'usage concrets, de présenter chez leurs voisins, chez leurs concurrents, des choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent. Donc ça, c'est vraiment la première base, créer cette étincelle-là qui va leur permettre après de se dire, OK, c'est bon, on va mettre des ressources sur la création d'un POC. Nous, après, de ce qu'on leur dit tout de suite, en fait, c'est qu'ils vont être propriétaires du
du produit, vont être propriétaires du POC, mais qu'il y a dans notre contrat et dans la contractualisation de notre offre, quelque chose qui est vraiment fondamental, c'est qu'on se sert aussi des premiers projets comme voilà, comme euh, d'une ressource, Préférence? comme d'un contenu qu'on va pouvoir réutiliser après. L'idée, c'est aussi de les amener dans la philosophie Web3 là-dessus et de leur faire comprendre que comme on aura construit le projet avec eux, ils seront aussi rémunérés et finalement valorisés pour ce travail-là qu'ils ont pris, mais c'est vraiment rentrer dans la philosophie Web3 à 100%, à faire comprendre que s'ils viennent avec nous, c'est aussi pour cette différence-là. Et finalement, c'est les démontrer un peu comme des pionniers sur des cas d'usage. Donc, on va réfléchir à un cas précis dans un secteur avec eux. On va le travailler, on va le construire avec eux. Ils vont en être propriétaires. Ils pourront, s'ils le veulent, l'afficher, le présenter en quasiment public ou alors le rendre privé. Mais en tout cas, certaines briques qu'on aura construites avec eux vont être déconstruites derrière pour rentrer dans notre plateforme. Et donc, la plateforme se présente comment? C'est un assemblage de plusieurs blocs qui chacun représente une fonction spécifique et propre à un smart contract. Et l'idée, c'est d'assembler ces blocs pour créer euh, donc un smart contract complexe qui va faire intervenir des données externes à la blockchain, des données issues d'Oracle ou des données de web app ou de RP, de CRM, donc qui peuvent appartenir aux clients directement. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, on construit ces briques de fonctions spécifiques avec le client et on permet de le rendre, voilà, de le standardiser. Il est neutre, donc finalement, le client, c'est pas exactement tout son projet qu'on va afficher, simplement, de manière neutre, c'est la brique qui aura permis de construire un smart contract qui sera un cas d'usage concret dans son industrie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire comprendre aux clients avec qui on traite, qui vont être pionniers avec nous dans cette nouvelle industrie. Mais en plus de ça, ça leur permettra d'afficher une sorte euh, de s'afficher comme, voilà, comme premier créateur d'un nouveau cas d'usage en utilisant la blockchain et leur industrie. Donc, c'est assez avantageux aussi pour eux. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est cette idée de construction, des constructions qu'on cherche à mettre en place. Et ça prend un peu de temps, donc on est sur des processus assez longs. Donc là, les premiers qu'on a lancés, c'est le tout début, donc on est encore dans la phase de construction et veille, mais ça peut prendre 9 à 12 mois. Donc on est vraiment là sur le long terme. Nous, l'idée, c'est de proposer de nouveaux cas d'usage au fur et à mesure. Et dans 5 ans, quoi, quand l'utilisation de la blockchain sera vraiment beaucoup plus répandue, là, d'avoir une solution robuste avec plusieurs cas d'usage. Ouais, d'avoir une bonne bibliothèque à disposition de toutes les solutions, de tous ces petits blocs technologiques que tu vas pouvoir prendre et greffer. Parce que du coup, si je comprends bien, en gros, vous arrivez, vous allez identifier par exemple, dans le processus de la boîte en face, un endroit où on va pouvoir implémenter une solution blockchain pertinente. Vous allez leur expliquer, nous, on va faire ça avec vous. On va l'adapter aux spécificités de votre organisme qui vous est propre. Mais derrière, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le déconstruire, donc enlever toutes ces spécificités-là, garder le bâti, vraiment garder l'idée, toute la construction qui a été faite pour pouvoir le prendre comme template et Ouais. de l'enregistrer dans une bibliothèque où demain, plutôt que de réinventer la roue, quand on voit qu'on va avoir des choses similaires, ça va être de piocher ces solutions-là, les imbriquer avec d'autres éventuellement pour arriver là où veut le client. Et derrière, voilà, tout un système de rémunération aussi, s'il y a cet accord-là, pour pouvoir travailler, puis avoir un cercle vertueux derrière où il y a une seconde vie, entre guillemets. Donc c'est bien. Et puis, comme tu le dis au début, il faut démarrer par des premiers cas d'usage. La bibliothèque, elle va se construire au fur et à mesure. Mais ça, moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, intérêt à collaborer, par exemple, enfin, pousser plus loin un peu de ces aspects de collaboration et de proposer à des boîtes qui font du consulting, qui font du développement, de dire, bah, les gars, si vous voulez, en fait, vous pouvez expliquer aux clients
s'ils le souhaitent, bien évidemment, qu'il y a cette solution-là avec Neodymium, alors dans un sort de partenariat, pour dire, encore une fois, c'est pas dans le but de redémarrer tout au zéro, de regarder le template et de le mettre à disposition. C'est quelque chose qui est envisageable pour grossir plus vite et remplir la bibliothèque plus rapidement? C'est une très, très bonne question. C'est, quelque chose qu'on n'avait pas forcément envisagé au tout début, mais, au cours d'un salon, en fait, on a rencontré, un potentiel futur partenaire avec qui on a bien accroché là-dessus et qui, en fait, considérait que c'était hyper important, quoi, pour eux, même d'avoir accès à notre solution. Eux, simplifier leur techno, leur développement en utilisant Neodymium, mais nous, derrière, récupérer des templates, eux qui soient ensuite rémunérés sur ces templates-là. Et c'est vrai que cette idée-là est venue un peu comme ça en échangeant avec des partenaires. Et oui, il y a tout intérêt à ce qu'on se rapproche très rapidement de sociétés comme ça pour faire grossir notre écosystème à nous. Tout en permettant de toujours définir qui a fait quoi en fait. Et donc là aussi, il y a une sorte de droit de propriété qui va être donné par le créateur du smart contract, le créateur du template, qui sera neutre, et la rémunération qui se fera en token en fait. Après, une fois qu'on aura vraiment bien creusé la tokenomics, eh bien, elle ira directement dans la poche du créateur du contrat. Donc, on peut penser bien sûr à des sociétés, des boîtes qui sont dans le développement, qui vont utiliser Neodymium, qui vont construire dessus, mais on peut penser aussi à des développeurs indépendants qui, pour le compte de leurs clients, pourraient être amenés à le faire, à proposer des templates. On est vraiment dans cette idée du no-code rémunérateur, en fait. On voit, moi j'utilise beaucoup Notion, par exemple, qui est un super outil, même enfin, pour faire plein de choses, quoi, qui est très très large. Il y a Oui. énormément de free templates, mais une fois qu'on utilise un template, bon, voilà, on l'a utilisé pour soi, on se l'approprie, on le modifie, etc. Et ça, c'est intéressant. Mais derrière, je trouve que ça manque une sorte d'économie du créateur où on peut vraiment récompenser le créateur derrière d'un d'un- d'un- d'un template qu'on va réutiliser et qui va nous changer la vie, quoi. Et Donc, la blockchain le permet. Donc, enfin, c'est comme, enfin, je sais pas, j'ai passé beaucoup de temps à faire mon CV, à le construire vraiment de A à Z. Et j'ai un CV qui est vraiment, vraiment top en termes d'esthétique, d'ergonomie visuelle. Et je me dis, finalement, il me sert qu'à moi. J'ai passé énormément de temps. Je mets à dispo le template. Je greffe ça d'une manière ou d'une autre avec du NFT ou autre sur la blockchain. Tous ceux qui vont venir le télécharger me permettent de me rémunérer au fil du temps, quoi. Donc, avoir un cycle qui n'était pas possible, ou alors enfin, qui n'était pas vraiment possible à mettre en place avant, quoi. ouais, ou par une solution annexe, en fait. Généralement, ce qui va se passer, c'est que tu mets en place un Stripe qui va suivre et traquer qui a utilisé ton template et en fait, ils vont payer via Stripe ta solution. Mais bon, là, on est encore dans cette logique. Je mets en place plein d'intermédiaires pour le travail que j'accomplis. Donc, c'est pas intéressant. Plus tu vas Donc, supprimer les intermédiaires, de toute façon, plus tu vas arriver à une solution qui va être ouais. cost effective. Pour remettre Mhm. un petit peu de contexte, du coup, là, ça fait 1 an à la grosse, hein, que vous bossez sur Neodymium. Donc je comprends, évidemment, tout ça à mettre en place, c'est forcément long. 2023, est-ce que vous envisagez de recruter? Et surtout, à quelle date vous pensez commencer à faire vos premiers POC et vos premières, voilà, les premières solutions dans la bibliothèque, tu vois ça à quelle échéance? Là, on espère sortir la plateforme, sortir du coup le MVP d'ici mars 2023. Ce serait vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc d'être opérationnel en fait mars 2023 avec déjà 3 POC. Enfin 3 POC, non, trois use cases, 3 smart contracts neutres réutilisables. Ça, c'est vraiment l'objectif. Alors, ça doit être des cas vraiment très simples qu'on a déjà commencé à travailler, à étudier. Euh, il y en a avec d'autres acteurs, mais il y en a aussi vraiment qu'on garde perso. Donc ça, ce serait l'objectif d'ici mars. C'est vrai que ça fait 1 an que l'idée, en tout cas, est sortie. Je dirais même un peu plus, parce qu'en fait, l'idée était venue en discutant avec une avocate sur The Forge, mon premier projet, et qui me disait que ce serait incroyable pour elle d'avoir des smart contracts à la demande sans avoir besoin de connaissances techniques, quoi. Pour un avocat, ce serait fabuleux, quoi, d'avoir Et accès oui. à ce genre de technologie.
Et donc, l'idée était venue déjà depuis un moment. Après, on l'a mise en place. On a fait toute une étape de recherche, d'études de marché, de création d'un réseau de partenaires. Donc ça, tout ça, ça a pris un peu de temps quand même à mettre en place. Et l'idée, ce serait ouais, dès 2023 de se focus sur du recrutement, d'avoir donc, voilà, on a prévu 5 recrutements en 2023, plus si on y arrive, mais bon, déjà 5, ce serait pas mal. Surtout des devs au début, et ensuite plutôt des commerciaux qui ont l'habitude du SaaS B2B. Donc, c'est quand même un produit finalement et un business model qui reste très connu de nos clients. Tu vois. On va pas rentrer dans de la complexité Mmh. euh, de nouvelles technologies, même de nouveaux business models. Non, c'est quelque chose vraiment d'assez simple. Une location à la licence mensuelle. Voilà, le prix reste encore à définir, mais ça reste voilà, quelque chose au moins de compréhensible pour nos clients. Et depuis le début, donc, on fonctionnait sur fonds propres. Là, on va préparer une levée de fonds pour courant 2023, voilà, fin 2023 peut-être. Mais voilà, donc, concrètement, c'est à peu près le stade de développement où on en est. On est encore aux prémices, au tout début. On ne veut pas aller forcément trop vite aussi. On sait qu'on peut très vite se brûler les ailes dans ce secteur, dans ce milieu. Donc, on va faire attention à bien avancer brique par brique, à construire une architecture hyper robuste. Ça, c'est le plus important. Il y a un vrai challenge technologique à trouver, à étudier. Donc, en fait, c'est aussi là-dessus qu'on se base pour accueillir les meilleurs développeurs qu'on va chercher. C'est ce côté challenge qui va les former énormément, qui va leur apprendre beaucoup de choses. Et ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de développeurs. Donc, clairement, c'est un des points pour chercher nos pépites, nos premières pépites. Super, c'est très clair. Bah, on va arriver sur la fin de l'interview, Harry. Je te remercie pour ton temps et je te remercie pour ton partage. Bon courage du coup pour l'année 2023 à venir. Super, bah écoute, ouais, merci beaucoup aussi pour ton temps, ta sollicitation. Et puis, j'espère qu'on se reverra en vrai, peut-être sur Paris, à un événement. Et à l'occasion. Ouais.